Bonjour les locos, bienvenue sur photoloco.fr. Jepsen aux commandes. Aujourd'hui, je vais vous parler de batterie. Alors évidemment, non pas ce type de batterie. Je vais bien sûr vous parler de ce type de batterie. De celle-là. Ça vous branche? Alors suivez-moi. C'est en 1800 qu'un chercheur, un savant italien, le comte Alessandro Giuseppe Antonio Volta, a eu l'idée de construire un dispositif en empilant des rondelles de zinc et d'argent de façon alternative. Il les a fait baigner dans de la saumure, de l'eau salée, et il a obtenu du courant électrique. Ainsi est née la première pile voltaïque. D'ailleurs, le mot pile vient de ce dispositif d'empilement. Alors évidemment, depuis, ça a pas mal évolué. Mais finalement, qu'est-ce qu'une batterie? Ou plutôt, qu'est-ce qu'un accumulateur? On va regarder ça d'une façon relativement simple. C'est un dispositif dans lequel va se faire une réaction chimique qui s'appelle l'oxydoréduction et qui aura comme conséquence de créer un courant électrique. Pour cela, il nous faut un contenant relativement étanche et puis trois éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'électrolyte, c'est sous forme liquide ou de gel. Ensuite, il faut deux métaux judicieusement choisis, une anode et une cathode. Et bien là, on constate aux bornes de ces deux métaux une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension électrique exprimée en volts. Si on ferme le circuit à l'aide d'un consommateur comme une ampoule, celle-ci va s'allumer. Et ce qui va se passer, c'est que dans l'accumulateur, dans la partie étanche, là, il va y avoir une circulation d'ions positifs de la cathode vers l'anode. Et puis des électrons libres, eux, vont circuler, pareil, de l'anode vers la cathode, mais en passant par le fil électrique. On a produit du courant à l'aide d'une réaction chimique. Une fois qu'il n'y a plus d'ions disponibles, la réaction s'arrête, votre accumulateur est déchargé. Heureusement, cette situation est réversible. Pour cela, il faut remplacer le consommateur par un producteur, un générateur, et forcer le courant à circuler dans le sens inverse. Ça a pour effet de renvoyer les ions de l'anode vers la cathode et ainsi de recharger votre accumulateur. En France, on a l'habitude de parler de piles quand il s'agit d'accumulateurs non rechargeables, bien que, moyennant l'usage d'un chargeur particulier, on peut arriver à les régénérer de l'ordre de 5 à 10 fois. Et sinon, on parle de batterie pour ce qui est des accumulateurs rechargeables. Alors les anglo-saxons ne s'embêtent pas, tous ces dispositifs, ils appellent ça battery. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça une batterie d'ailleurs? Tout simplement parce que, avec ce dispositif, on n'obtient pas des tensions très élevées, de l'ordre de 1 volt, 2, voire 3 volts pour les meilleurs. Et du coup, ces tensions ne sont pas suffisantes pour faire fonctionner nos appareils. Alors pour cela, pour augmenter cette tension, on va les mettre en série. On va utiliser non pas 1, mais 2, voire 3, voire X accumulateurs, que l'on va brancher en série. Je vous rappelle qu'un branchement en série, les tensions s'additionnent. C'est-à-dire qu'avec 3 accumulateurs ici au plomb et oxyde de plomb, d'une tension nominale de 2 volts, et bien avec 3 accumulateurs, on obtient une tension équivalente de 6 volts. Et quand on utilise un groupe d'éléments similaires, eh bien on parle de batterie. Une batterie de canon, une batterie de cuisine, et là en l'occurrence une batterie d'accumulateurs. C'est un peu long à prononcer, du coup on zappe le mot accumulateur et on a pris l'habitude d'appeler ça les batteries. La capacité, c'est-à-dire la quantité d'énergie disponible, s'exprime en ampères-heure ou en watts-heure. En watts-heure, pas en watt-air. Sur nos batteries, qui sont des accumulateurs de faible capacité, en fait, c'est exprimé en milliampères-heure ou en milliwattheure. Là, sur cette batterie de mon appareil photo, eh bien, elle est donnée pour 1850 milliampères-heure, soit 5 Wh. L'évolution par rapport à la première pile voltaïque. Les ingénieurs chimistes, en fait, ont travaillé sur deux grands axes. Le premier, c'est le choix des matières. On a rapidement oublié l'eau salée, le zinc et l'argent. Les premières batteries relativement performantes ont été découvertes avec l'utilisation du plomb et de l'oxyde de plomb.
Elles sont d'ailleurs toujours utilisées, notamment dans nos véhicules. Et puis après, on a découvert d'autres matières, comme le nickel. Et dernièrement, on utilise maintenant des batteries, les plus sophistiquées utilisent du lithium, même du lithium-ion. Le deuxième axe de recherche pour améliorer les performances des batteries, eh bien, ça a été la façon de les gérer par les appareils. Pour cela, on a créé des contrôleurs, au départ externes à la batterie, c'est-à-dire que ces contrôleurs étaient intégrés à l'appareil qu'ils utilisent ou au chargeur, de façon à optimiser les charges, décharges, l'utilisation, etc. Mais les dernières générations de batteries, le contrôleur est carrément dans la batterie, il est en interne. C'est-à-dire que là-dedans, en fait, sur ces batteries modernes, vous avez les accumulateurs et puis un petit ordinateur avec un microprocesseur, un programme, des entrées, des sorties, qui va gérer en fait la batterie en limitant ses charges, ses décharges, les tensions, les températures, et puis qui va donner des informations de capacité à l'utilisateur. Alors, ceci explique d'ailleurs en partie le coût relativement élevé de ces batteries. Et là-dessus, j'attire votre attention sur les batteries à pas cher. Eh bien, autant certains fabricants tiers arrivent à fabriquer des batteries relativement correctes, autant quand vous trouvez des batteries sur le marché dont le prix est de 5 à 10 fois moins élevé que la batterie du constructeur, méfiez-vous. Souvent, l'économie consiste en fait à ne pas mettre de contrôleur. Du coup, on n'avait que la partie accumulateur et ces batteries, surtout les batteries nickel ou batteries au lithium, sans ce contrôleur, sont potentiellement dangereuses. Les contraintes. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues. Une batterie ne s'use que si l'on s'en sert. C'est complètement faux. Malheureusement, le temps fait son ouvrage et même posée sur étagère, la batterie se détériore. Alors à ce sujet, je vous déconseille d'avoir des batteries d'avance, genre, là je vais en acheter 2, comme ça quand la première tombera en panne, j'aurai tout de suite la secours en dispo. Sauf que à ce moment-là, votre secours, elle sera déjà pratiquement moitié usée. Sinon l'usure elle-même se fait avec le cycle, les cycles de charge et de décharge. D'ailleurs, les constructeurs vous informent sur la durée de vie de vos batteries en vous donnant une information de nombre de cycles disponibles. Savoir qu'un cycle complet, c'est une décharge complète suivie d'une recharge complète. Si je décharge cette batterie à 50% de sa capacité et que je la recharge, je n'effectue pas un cycle, mais un demi-cycle. Si je la décharge à 75%, j'effectue un quart de cycle. En fait, ces charges partielles n'abîment pas plus la batterie que les charges complètes. Au contraire même, comme il y a moins de sollicitations, finalement, ça les abîme un peu moins. Voilà. L'effet mémoire. Alors voilà une légende. Pas tout à fait une légende, puisqu'elle est fondée sur un fait historique et réel. En fait, dans les années 70, les ingénieurs de la NASA ont constaté que les batteries qui étaient installées sur les satellites, les batteries au nickel, eh bien, au bout d'un certain temps, refusaient de se décharger en dessous d'une certaine valeur. En cherchant à savoir pourquoi, ils se sont rendus compte que ce phénomène apparaissait parce que la batterie était déchargée tout le temps à la même valeur, au bout de tout le temps le même temps. Le cycle des satellites, c'est un vrai métronome. On ne sait pas exactement vraiment pourquoi, mais du coup, ce nouveau niveau de décharge, eh bien, la batterie considérait que c'était son nouveau niveau de zéro, et donc elle refusait de fournir du courant en dessous de cette valeur. Alors il faut savoir que ce phénomène est sur Terre pratiquement impossible à reproduire, même en laboratoire. Quant à l'usager moyen, eh bien, vous ne rechargez jamais votre batterie au bout du même temps, ni jamais au même niveau, et donc cet effet mémoire en fait n'a jamais été constaté chez les utilisateurs. Par contre, beaucoup utilisé d'un point de vue commercial par les fabricants qui proclamaient moi ma batterie, pas d'effet de mémoire, contrairement à celle du concurrent. Bon, ça c'est un petit peu bidon. Le malentendu est en plus amplifié par le fait qu'il y a un deuxième phénomène qui porte le nom d'effet mémoire d'une façon abusive. C'est lié à la surcharge. C'est-à-dire que, en particulier les piles bâtons, qui n'ont donc pas de dispositif électronique intégré, si vous les mettez sur un chargeur qui ne coupe pas la charge quand elle est pleine, ce maintien de la tension pendant de longues heures, eh bien, va créer un phénomène de cristallisation qui va détériorer donc les accumulateurs qui sont là-dedans. Et la conséquence, c'est que ça va abaisser la tension nominale.
Résultat des courses, quand vous le mettez dans votre appareil, cette tension donc s'effondre assez rapidement, et du coup l'appareil refuse de fonctionner alors que la batterie est théoriquement toujours pleine. Voilà, d'où cette appellation d'effet de mémoire. Ce phénomène est réversible, il suffit d'effectuer une décharge profonde, alors évidemment pas avec l'appareil dans lequel vous l'utilisez, parce qu'il ne fonctionne pas, hein, il faut un dispositif particulier. Les températures. Ces accumulateurs n'aiment ni le froid ni le chaud. En dessous de 0 degré, leur capacité va rapidement s'effondrer, voire même sur les batteries modernes, le contrôleur intégré va couper l'alimentation, ce qui fait que vous ne pourrez même plus vous en servir du tout. Ce que je recommande en fait, c'est que si vous travaillez par grand froid, c'est de conserver les batteries sur vous, avec la chaleur humaine, pour les maintenir à une température minimum, et de ne les insérer dans vos appareils qu'au dernier moment. Les hautes températures. Alors, haute température, sur les accumulateurs, ça vient vite, hein, c'est au-delà des 40 degrés. Quand il y a élévation de température, à l'intérieur, il y a production d'hydrogène, augmentation de la pression, et il y a un risque de détérioration, voire d'explosion des batteries. Hein. Donc c'est une situation qu'il faut absolument éviter. À ce sujet, je recommande de ne pas recharger immédiatement une batterie que vous venez d'utiliser, parce que son utilisation, en fait, a créé, la circulation du courant électrique a créé de la température, donc elles sont chaudes. Attendez un petit peu avant de la mettre en charge. L'inverse est vrai également, c'est-à-dire que la recharge échauffe la batterie, attendez qu'elle se refroidisse avant de la réinsérer dans votre appareil. Maintenant, la conservation. Vous ne vous servez pas de votre appareil photo, votre flash, votre drone. Comment conserver, comment stocker les batteries? La première chose à faire, ça c'est vrai en particulier pour les piles non rechargeables, mais c'est vrai également pour les batteries d'accumulateurs, sortez-la de votre appareil, ne la laissez pas dans l'appareil. Ensuite, faut-il la stocker à pleine charge, à mi-charge, déchargée? Eh bien ça dépend de la technologie utilisée. Donc à ce moment-là, référez-vous aux consignes du fabricant. Pour ce qui est de l'utilisation courante et de son entretien, là, j'ai que deux conseils à vous donner. Le premier, lisez les modes d'emploi et appliquez les consignes du fabricant. Là, je vous prends par exemple, ici, j'ai le mode d'emploi des batteries du drone Spark de chez Jai. Alors, il y a tout un tas de consignes, hein. Il ne faut pas les jeter dans l'eau, il ne faut pas y mettre le feu, il ne faut pas essayer de les ouvrir, il ne faut pas les mettre dans les micro-ondes, etc. Information intéressante, c'est que là, à un moment donné, je trouve que le stockage doit se faire avec un niveau de batterie entre 40 et 65%. Vous voyez ? Il est même précisé d'ailleurs que si je ne le fais pas, ces batteries intelligentes, le contrôleur interne, en fait, au bout de 10 jours de non-utilisation, va créer un petit court-circuit de façon à auto-décharger la batterie. Ça va prendre environ 3 jours, pendant lesquels il me précise que la batterie va être chaude, c'est normal, pour le ramener à cette valeur de 65%. Autre information intéressante que je trouve sur ce mode d'emploi, eh bien, il préconise de faire une décharge et une recharge complète, au moins une fois tous les 3 mois. À savoir que ces cycles de décharge et recharge ne servent pas, comme je l'ai entendu dire, à roder une batterie quand elle est neuve, ou à la remettre à pleine capacité quand elle est usée. Non, pas du tout. En fait, le rôle principal de cette action, c'est de recalibrer le contrôleur. Une batterie, je vous l'ai dit, s'use avec le temps. Hein, cette batterie qui était donnée pour 1850 mAh, je ne me fais pas d'illusion, il y a longtemps qu'elle ne les fournit plus. Et donc, ce cycle régulier de décharge complète et de charge complète permet en fait de recalibrer le contrôleur et pour prendre en compte l'état actuel de cette batterie. Le deuxième conseil, eh bien, c'est assez simple. Chaque fois que vous manipulez une batterie, pour la charger, décharger, profitez-en pour l'observer. Pas de déformation, pas de fissure, pas d'oxydation sur les contacts. Si elle présente le moindre défaut, alors là, il ne faut pas hésiter, c'est poubelle. Alors évidemment, poubelle de recyclage. Tout simplement parce que c'est une batterie qui est en train de se dégrader. Au mieux, elle va tomber en panne. Alors si c'est dans votre appareil photo, fin de la prise de vue. Si c'est dans votre drone, ça peut être problématique. Mais surtout, au pire, elle peut s'emballer. Et un emballement batterie, c'est quelque chose comme ça. Il n'y a pas grand chose à faire. Si
cette combustion est terrible, produit beaucoup de chaleur, elle peut même être explosive. La seule chose à faire, eh bien, c'est d'isoler, alors ne cherchez même pas à sortir la batterie de votre appareil, vous allez vous brûler, c'est d'isoler l'ensemble, de toute façon est perdu, de façon à ce qu'il ne communique pas cet incendie à son environnement, et puis c'est de le refroidir en l'arrosant avec de l'eau. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à dire d'important sur les batteries. Comme d'habitude, si vous aviez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Pour ceux qui nous découvrent sur d'autres canaux comme YouTube, rejoignez-nous sur photoloco.fr. Et puis sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Salut les locos.